Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on arrive au dernier chapitre de la formation de l'esprit scientifique. Et au lieu de faire simplement un bilan, Bachelard fait quelque chose ici de plus ambitieux. Il essaye de montrer ce que c'est qu'au juste une attitude vraiment objective. Et pourquoi cette attitude exige une psychanalyse de l'esprit scientifique lui-même. Tout le livre a montré comment la science avance en brisant des obstacles épistémologiques. Réalisme naïf, animisme, substantialisme, vitalisme, illusion du quantitatif et bien d'autres encore. Dans ce dernier chapitre, Bachelard rassemble ces derniers fils pour souligner qu'il n'y a de vérité sans erreur rectifiée, pas d'objectivité avec la connaissance sensible, pas de science sans socialisation de la pensée, et pas de culture scientifique sans école permanente ni volonté sociale de penser contre nos intérêts immédiats. Il condense cette dynamique en 3 grands mouvements qui structurent l'attitude objective. Bachelard commence en reprenant le fil directeur de tout l'ouvrage. Psychologiquement, il n'y a pas de vérité sans erreur rectifiée. Une psychologie de l'attitude objective, dit-il, est d'abord une histoire de nos erreurs personnelles. La science n'est pas un bloc de vérité tombé du ciel, mais un tissu de rectification. Le savant d'ailleurs ne se contente plus de joie totalitaire. L'idée d'un domaine du vrai bien arrondi, bien homogène qu'on posséderait comme un bien, il se spécialise et c'est à partir de sa spécialité qu'il cherche la synthèse. Il ne peut tenir pour objectif qu'une pensée qu'il a lui-même objectivée, c'est-à-dire au crible de son propre travail, de ses propres rectifications. D'où le postulat central qu'il propose pour l'épistémologie. L'objet ne peut jamais être un objectif immédiat. Et c'est ce que nous appelons spontanément aller vers l'objet, qui n'a rien d'objectif. C'est même pour Bachelard un faux départ. Il faut donc accepter une rupture radicale entre la connaissance sensible et la connaissance scientifique, car la première colle irrémédiablement à l'objet, à la valeur, à l'usage, à la satisfaction intime. Un paysage devient très vite état d'âme romantique, un morceau d'or, un état d'âme avare. Ce que nous nommons évidence n'est souvent qu'un plaisir en réalité. Cette exigence décolore le monde, refroidit nos élans, mais elle est la condition même de l'objectivité. L'objectivité est froide. Et surtout, l'objectivité moderne ne repose jamais sur un regard individuel corrigé, mais sur une socialisation progressive des moyens de mesure. Toute mesure précise est une mesure préparée, et la précision croît avec l'instrumentalisation. Déplacer un objet d'un centimètre est un geste simple. D'un millimètre, déjà un effort. D'un dixième de millimètre, il faut un appareil, et donc un corps de métier. Aux décimales suivantes, un appareillage encore plus complexe, des métiers spécialisés et une théorie. Toute une académie des sciences. L'instrument devient alors lui-même une théorie, et le microscope un prolongement de l'esprit plus que de l'œil. Ainsi se dégage la thèse finale. La science du solitaire reste qualitative, la science socialisée devient quantitative, et la dualité univers-esprit se transforme en une réciprocité, appareil et théorie, seule capable de produire une objectivité véritable. Deuxième moment, après avoir montré que l'objectivité naît de l'échec et de la socialisation, Bachelard insiste sur une idée pédagogique forte. Former l'attitude objective, c'est organiser une pédagogie des aveux et des corrections. Il faut commencer par une confession de nos fautes intellectuelles, avouer nos sottises pour que l'autre y reconnaisse les siennes et réclamer de lui un aveu de service réciproque. Bachelard s'appuie sur Henriquet. Il faut distinguer l'erreur positive, normale, utile. Une psychanalyse de la connaissance devrait disposer le long d'une ligne d'objectivité, toute une série d'erreurs communes et normales. Mais pour cette pédagogie fine, il ne suffit pas de professeurs. Il faudrait des sociétés scientifiques complexes, doublant l'effort logique par un effort psychologique. Et là, il remarque que la réalité scolaire, les maîtres sont moins formateurs que les camarades. Les professeurs donnent des savoirs fragmentés, marqués par l'autorité. Les camarades, eux, enracinent des instincts durables. Il faut donc développer un instinct d'objectivité sociale plutôt que l'obsession d'originalité littéraire. D'où son principe pédagogique choc, qui est enseigné doit enseigner. Une connaissance que l'on reçoit sans la transmettre forme des esprits sans dynamisme, sans autocritique. Dans les sciences, elle fige la connaissance en dogmatisme. Bachelard imagine une petite utopie. Le premier de la classe répète au deuxième, le deuxième au troisième, jusqu'au dernier, où les erreurs deviennent trop massives. Même le cancre a un rôle en réalité. Il fixe l'espèce non scientifique dont l'immobilité est instructive. Et surtout, il y a quelque chose de psychologiquement salubre, à savoir avoir raison contre quelqu'un. Sans cet exercice social, la conviction rationnelle tourne en rancune ou en amour méconnu. Avec Lalande, Bachelard propose de repérer les périodes où la raison est satisfaite, et celles où elle est embarrassée.
On va prendre l'exemple des synthèses de Newton qui satisfont la raison et les anomalies découvertes comme la précession du périaste de Mercure qui a embarrassé Einstein. Les satisfactions de la raison, si on les laisse vieillir, deviennent des habitudes. L'apodictique s'use, redescend au rang de simple fait. La mécanique de Newton, par exemple, se banalise en théorie de l'attraction, alors que chez Newton, l'attraction n'est qu'une métaphore pour un appareil mathématique plus subtil. Il faut donc défendre l'apodictique, c'est-à-dire l'évidence, contre l'usure, empêcher les grandes constructions rationnelles de se fossiliser en habitudes intellectuelles. Pour cela, Bachelard insiste sur plusieurs exigences pédagogiques. D'abord, enseigner l'histoire des découvertes, car elle fait sentir le geste inventif qui se cache derrière chaque équation et chaque loi. Ensuite, il faut inquiéter la raison, déranger les routines, poser des énigmes. Ce théâtre où le professeur devient sphinx et l'élève Oedipe. Enfin, Bachelard appelle à reconnaître les formes de masochisme intellectuel qui refusent la clarté et qui veulent toujours qu'un mystère demeure, même lorsque la théorie est rigoureuse. Cette tendance à postuler un irrationalisme foncier du réel, là où les phénomènes de laboratoire ne doivent leurs irrégularités qu'aux maladresses de l'expérimentateur, est encore un obstacle psychologique que la pensée scientifique doit surmonter pour rester pleinement objective. À ce niveau, la vraie exigence n'est plus seulement de taquiner la raison, c'est d'accepter un renoncement à sa propre intellectualité. Bachelard parle d'un dépouillement de l'intuition, d'un abandon des images favorites, sans quoi la recherche objective perd son élan inductif. Une découverte objective est immédiatement une rectification subjective. Si l'objet m'instruit, il me modifie. Inversement, lorsque la pensée mathématisante se transforme elle-même, elle somme ensuite l'expérience de réaliser ces nouveautés. L'effort mathématique se rectifie et s'enrichit jusqu'au point où le réel se cristallise sur les axes offerts par la pensée. Alors, dit Bachelard, on peut parler d'une création de phénomènes. L'électron existait avant l'homme du XXe siècle, mais il ne chantait pas. Avec la lampe à 3 électrodes, l'électron chante, donne le téléphone puis la télévision. La science contraint des qualités apparemment contradictoires à coexister dans des substances fabriquées. L'irrationalité restante n'est plus qu'une impureté tolérable, donc fonctionnellement inexistante. Une substance de chimie moderne réalisée par synthèse est fonctionnellement totalement rationnelle. Dernier mouvement et dernière radicalisation pour Bachelard, quand il affirme que la pensée scientifique contemporaine ne se contente plus de corriger la sensation ou de rectifier la première image du réel. Elle commence à construire une théorie de l'objectif contre l'objet. Une pensée contre les sensations et contre la première réflexion elle-même. Autrefois, dit-il, la réflexion s'opposait au réflexe. Désormais, la science exige que l'on résiste aussi à cette première réflexion, encore trop chargée d'affect, d'usage et de valeur. Le cerveau devient paradoxalement un obstacle à la pensée scientifique. Il faut apprendre à penser contre le cerveau. Et c'est là que la psychanalyse de l'esprit scientifique révèle toute sa portée. Connaître son passé intellectuel comme un passé, reconstruire les lignes d'interférence qui mènent aux idées, surveiller le dynamisme psychique qui les traverse, démonétiser les valeurs sensibles et surtout penser l'ancien à partir du nouveau. Une histoire normalisée, celle de ce qui aurait dû être rapide, net, péremptoire. Cette histoire normalisée est socialement fausse, mais vraie pour la lignée des génies, pour les douces sollicitations de la vérité objective. En la suivant, on comprend que l'intérêt à la vie n'est pas l'intérêt à l'esprit. Ce qui sert la vie l'immobilise, ce qui sert l'esprit le met en mouvement. C'est cette dissociation radicale, ce détachement progressif des besoins vitaux qui rend possible une psychanalyse véritable de l'esprit scientifique. Lier les deux par un pragmatisme vague, c'est unir deux contraires. La psychanalyse de l'esprit scientifique doit donc rompre la solidarité de l'esprit avec les intérêts vitaux. En particulier, lutter contre le retour de l'obstacle animiste, toujours prêt à ressurgir sous ses formes biologisantes. D'où son idée d'une école permanente. Une culture limitée au temps scolaire n'est pas une culture scientifique, mais son contresens. Pour exister pleinement, la science doit donc fonder son école qui dure toute la vie. Une formation continue où l'on accepte de recommencer, de rectifier, de détruire ses propres certitudes. Bachelard cite alors le conseil sévère de Kipling. Savoir voir s'écrouler l'ouvrage de sa vie, se remettre au travail, souffrir, lutter, mourir sans murmurer. Car dans la science seule, on peut aimer ce qu'on détruit, continuer le passé en le niant, vénérer son maître en le contredisant. Là, oui, l'école continue tout le long d'une vie. Et c'est à ce prix qu'un véritable renversement des intérêts sociaux devient alors possible.
Une société où la société est faite pour l'école et non l'école pour la société. Tel est aussi, là, en profondeur, le sens de la psychanalyse de l'esprit scientifique. Accepter de penser contre le cerveau, rompre avec les évidences vitales, reconnaître nos erreurs normales, installer une culture de la rectification et faire de la science non pas une technique au service de la vie, mais une aventure de l'esprit qui, en se corrigeant lui-même, apprend mieux à se connaître. Merci d'avoir écouté Sobrecrate et d'avoir cheminé jusqu'au bout de la formation de l'esprit scientifique. Avec désormais une question en tête, qu'est-ce que nos propres évidences aujourd'hui ont besoin de voir psychanalyser ? À très vite, au revoir.